Et si refuser l'aide était aujourd'hui l'acte le plus subversif de l'Afrique? Pendant des décennies, on a vanté l'obéissance aux anciennes puissances comme preuve de maturité politique. Pourtant, derrière chaque compliment diplomatique, se dissimule souvent une forme de dépendance soigneusement entretenue. Regardez le Niger, qui vient tout juste de rejeter l'aide occidentale pour affirmer sa souveraineté. Ce choix fort trouve écho immédiatement. Le Burkina Faso et le Mali se sont alignés, annonçant qu'une intervention étrangère serait désormais considérée comme une déclaration de guerre. Ce sont des mots lourds, qui font trembler les équilibres de toute la région. Mais prendre ce chemin, c'est marcher sur une corde raide. L'histoire récente de l'Afrique regorge d'exemples tragiques. Chaque tentative d'émancipation a coûté cher, parfois même la vie à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Les assassinats de leaders, les coups d'État, les contrats arrachés par les mêmes puissances étrangères, les risques sont bien réels. Rappelons-nous l'exemple de Thomas Sankara, président du Burkina Faso dans les années 80. Il avait décidé de nationaliser les terres, de promouvoir l'autosuffisance alimentaire et de rejeter l'aide occidentale. 4 ans plus tard, il était assassiné, et ses politiques ont été annulées. Les entreprises françaises ont rapidement retrouvé leurs contrats, illustrant la brutalité des conséquences pour ceux qui défient l'ordre établi. Plus récemment, au Mali, la montée du mouvement populaire contre les accords militaires et économiques avec la France a provoqué une instabilité politique chronique. Des chefs militaires comme Assimi Goïta ont survécu à plusieurs tentatives de déstabilisation, preuve que le chemin vers l'autonomie est semé d'embûches. Alors, pourquoi ce refus? Continuer à accepter l'aide, c'est souvent accepter de rester sous tutelle, de voir son avenir dicté par d'autres. Dire non, c'est s'exposer à l'instabilité, mais aussi reprendre la main sur son destin. Ce geste ouvre une nouvelle ère de lutte pour l'autodétermination. Mais comment ces pays comptent-ils survivre sans le soutien extérieur? Pendant des décennies, l'aide humanitaire européenne n'a pas seulement tendu la main aux pays africains, elle a masqué un système de pouvoir sophistiqué. Derrière la façade de neutralité, l'aide se révélait être un levier d'influence, soumise à des conditions politiques, sécuritaires et économiques dictées par les bailleurs européens. Prenons l'exemple du Programme alimentaire mondial, souvent présenté comme neutre. Pourtant, son déploiement s'accompagnait régulièrement d'exigences de contrôle des frontières ou de gestion migratoire. L'Europe conditionnait l'aide à la lutte contre l'immigration dite clandestine, poussant les États sahéliens à adopter des mesures parfois impopulaires. À chaque projet, les institutions européennes fixaient le rythme, imposaient leurs méthodes, choisissaient les priorités. Le soutien financier, présenté comme un partenariat, ouvrait en réalité les portes des ministères et des secteurs stratégiques africains à l'Europe, qui pesaient sur les décisions publiques bien au-delà de l'urgence humanitaire. Pour de nombreux citoyens et responsables locaux, la coopération internationale ne ressemblait plus à un simple appui. Elle devenait un instrument de dépendance. En contournant les gouvernements, en traitant directement avec les ONG et les programmes parallèles, l'aide marginalisait progressivement l'État et sapait sa légitimité auprès de la population. Ce modèle semblait offrir des solutions rapides, mais il a instauré une dépendance structurelle. Les États du Sahel, privés de moyens autonomes, se sont retrouvés piégés entre exigences étrangères et souveraineté amputée. Persister dans cette voie, c'était accepter que l'autorité et la légitimité des États africains soient constamment fragilisées. Mais que se passe-t-il lorsque ce modèle vacille soudainement et que plusieurs pays africains décident de rejeter, ensemble, l'aide européenne? Au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ce refus collectif ne relève pas d'un simple geste symbolique. Il marque le début d'une transformation profonde, où la souveraineté redevient un enjeu central. Quand l'aide s'éclipse, le pouvoir révèle son vrai visage. En rejetant l'aide européenne, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont brusquement coupé l'accès de l'Union européenne à leur sphère politique, économique et diplomatique. Pendant de longues années, cette aide servait de passerelle discrète entre Bruxelles et les capitales sahéliennes, permettant à l'Europe d'influencer les décisions locales sans s'exposer. Mais dès l'annonce du refus, tout s'est désintégré à une vitesse stupéfiante.
Les projets financés par l'Europe se sont retrouvés à l'arrêt. Les entreprises et ONG occidentales ont commencé à évacuer, abandonnant derrière elles des bureaux vides et une atmosphère de flottement. Pour les responsables européens, le choc est rude. Ils voyaient l'aide humanitaire comme un domaine neutre, épargné par la politique. Mais sur le terrain, elle était devenue l'un des leviers étrangers les plus puissants. Son retrait brutal a mis à nu la fragilité de cette dépendance soigneusement construite. Ce choix n'est ni réactionnaire ni spontané. Il s'agit d'une stratégie longuement mûrie. En rejetant l'aide conditionnelle, ces pays affirment leur volonté de reprendre la main sur leurs priorités et de choisir leurs partenaires. Ils tracent ainsi une nouvelle trajectoire de souveraineté. Très vite, de nouveaux acteurs surgissent, la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi des voisins africains. Les partenariats se multiplient, souvent sur la base d'échanges directs ou d'investissements sans exigence politique. Surtout, la coordination régionale s'intensifie. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali avancent désormais comme un bloc soudé, mutualisant leur sécurité, leur diplomatie et leur vision d'indépendance. Prenons un exemple concret. L'Alliance des États du Sahel, créée récemment, vise à mutualiser les forces armées, mettre en commun les ressources de défense et développer des infrastructures conjointes. Cette structure rappelle, à une autre époque, la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais avec une approche plus offensive sur la question de la souveraineté. Pourtant, cette dynamique s'accompagne de risques immédiats. Sans l'aide européenne, la pression économique est immense. Des secteurs comme la santé ou l'éducation vacillent. Le danger de l'isolement guette et la crise humanitaire demeure une menace réelle. Par exemple, dans certaines régions rurales du Mali, la fermeture soudaine de dispensaires financés par l'aide extérieure a entraîné une hausse des maladies infantiles. Mais, dans le même temps, des structures communautaires se sont organisées pour pallier ce manque, s'appuyant sur des réseaux locaux et la solidarité villageoise. Nombreux sont ceux qui acceptent ce prix, convaincus qu'il en va de la maîtrise de leur avenir. Retrouver l'autorité nationale, sortir du cycle de la dépendance, choisir ses alliances plutôt que les subir. Voilà le pari audacieux des trois pays. Ce choix radical entraîne des conséquences profondes, ambivalentes, qui redessinent le paysage de toute la région. Mais ce nouvel équilibre n'est pas encore consolidé. À quoi ressemblera la suite pour ces pays et leurs populations ? L'Afrique sans assistance, rêve audacieux, pari dangereux, ou premier pas vers l'égalité. Ce qui paraissait impossible il y a quelques années devient aujourd'hui le cœur d'un séisme politique au Sahel. 3 pays rompent avec l'aide européenne et décident de réécrire leur histoire. Mais que se passe-t-il vraiment quand l'aide disparaît du paysage ? Dans ce vide, de nouveaux acteurs surgissent. Les investissements régionaux explosent. Les États du Sahel s'allient pour bâtir des infrastructures communes, des routes et des réseaux d'énergie, jusqu'aux télécommunications. Les accords bilatéraux, négociés sans conditions étrangères, se multiplient avec des partenaires africains et asiatiques. Ce changement n'est pas seulement pratique, il incarne une reconquête de leur avenir. Prenons le cas du projet de pipeline transsaharien. Longtemps bloqué par des désaccords avec les bailleurs européens, il est désormais relancé par des capitaux africains et asiatiques. Ce projet permettra, à terme, de transporter le gaz nigérien jusqu'aux côtes africaines, réduisant la dépendance énergétique et générant des revenus internes. La crise pousse ces pays à réinventer leur développement. Plutôt que d'attendre des appuis venus d'ailleurs, ils misent sur leurs propres ressources. L'agriculture locale, longtemps négligée, devient un enjeu crucial pour garantir la sécurité alimentaire et limiter les importations. Les gouvernements encouragent la transformation sur place des matières premières, créant des emplois et de la valeur ajoutée. La coopération régionale s'intensifie. Achats groupés, projets communs, solidarité nouvelle au-delà des frontières. Au Niger, par exemple, des coopératives agricoles ont vu le jour, permettant aux paysans de regrouper leurs forces pour acheter des semences, vendre leurs récoltes et investir dans des équipements. Cette dynamique rappelle les mouvements de développement rural observés en Asie du Sud-Est dans les années 70, où la mutualisation des moyens a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Cette rupture bouleverse aussi la perception citoyenne.
Là où l'aide étrangère était vécue comme un rappel de dépendance, l'État retrouve une place centrale dans le récit national. Il devient moteur du changement et gardien de la souveraineté. Mais cette reconquête de la confiance s'accompagne d'une pression immense. L'État doit désormais prouver qu'il peut tenir sans filet de sécurité internationale. Sinon, les doutes et frustrations pourraient ressurgir brutalement. L'exemple du Ghana dans les années 50 illustre bien ce défi. Après l'indépendance, Kwame Nkrumah avait misé sur la planification nationale, mais l'absence de soutien extérieur et les difficultés internes ont fragilisé son projet. Pourtant, cette expérience a inspiré d'autres pays à persévérer vers l'autonomie. Ce choix amorce un effet domino inattendu. D'autres pays africains observent, s'inspirent et commencent à remettre en question la fatalité de la dépendance. Rompre avec l'aide extérieure ne signifie plus l'isolement. C'est l'emblème d'une possible émancipation, d'un nouvel équilibre où chaque nation revendique son rôle d'actrice, et non plus de spectatrice, de son destin. Déjà, des voix s'élèvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Est pour réclamer plus de contrôle sur les ressources minières ou pour revoir les accords de coopération économique. Des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine témoignent d'une volonté croissante de bâtir des réseaux intra-africains, loin des modèles hérités de la colonisation. Face à ce choc, l'Europe chancelle. Désorientée, elle doit repenser sa stratégie, réimaginer ses alliances et accepter que l'ère de la domination par l'assistance touche à sa fin. Pour la première fois depuis des décennies, le tempo, les conditions et les priorités sont dictés par les États africains. L'Europe doit choisir, accepter un partenariat d'égal à égal ou s'accrocher à un modèle dépassé. Des diplomates européens l'admettent à demi-mot. La fermeture de certains bureaux de coopération dans le Sahel symbolise la fin d'une époque. Ils s'interrogent désormais sur la manière de rester présents sans imposer, sur la nécessité de former de véritables alliances plutôt que des relations de dépendance. Mais une question cruciale reste en suspens. Les pays du Sahel sauront-ils surmonter les défis sans appui extérieur? En cas d'échec, le retour en arrière serait violent, avec une perte de crédibilité et des conséquences régionales graves. Mais si ce pari réussit, il ouvrirait la voie à une Afrique maîtresse de ses choix, prête à s'imposer sur la scène mondiale. Le prochain virage dépendra de la capacité de ces pays à transformer l'essai entre pression internationale et volonté populaire. Sauront-ils tenir la distance sans renoncer à leurs ambitions? Pour y parvenir, plusieurs stratégies concrètes peuvent être mises en œuvre. D'abord, renforcer l'éducation et la formation professionnelle afin de bâtir une main-d'œuvre locale qualifiée. Ensuite, investir dans la recherche et l'innovation, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie renouvelable, pour valoriser les atouts locaux. Il s'agira aussi de promouvoir une gouvernance transparente et inclusive pour que chaque citoyen se sente impliqué dans la reconstruction nationale. Des forums de dialogue social, comme ceux créés récemment au Burkina Faso, permettent d'associer la société civile aux grandes décisions, réduisant ainsi les risques de tensions internes. Et si le véritable développement naissait d'abord de la force de dire non? Refuser l'aide n'est pas un simple geste de défi. C'est l'amorce d'une prise de conscience, le point de départ d'une souveraineté retrouvée. L'exemple du Sahel démontre que rompre avec la dépendance ne signifie pas s'isoler, mais repenser la gouvernance, l'économie et l'usage des ressources. Cela suppose de remettre en question des décennies d'habitudes enracinées et de placer l'intérêt public au-dessus des injonctions étrangères. Dire non à l'aide n'est pas rejeter la coopération. C'est au contraire choisir ses partenaires selon des critères transparents, respect mutuel, réciprocité et cohérence avec les priorités locales. Accepter l'échange, oui, mais refuser l'influence masquée et les agendas importés. Les organisations non gouvernementales et bailleurs doivent eux aussi revoir leur posture. Transparence, écoute et alignement sur les besoins exprimés localement deviennent essentiels. Il s'agit d'abandonner le paternalisme et de reconnaître aux pays africains la maîtrise de leurs décisions. La remise en cause du modèle d'aide n'est pas une impasse, mais une ouverture. Elle offre la chance d'inventer de nouvelles formes de solidarité fondées sur l'intérêt réciproque et la confiance partagée. Pour réussir,
il faudra miser sur la résilience, l'innovation et la capacité à transformer chaque contrainte en opportunité. Le chemin sera ardu. D'importants sacrifices à court terme seront nécessaires pour espérer conquérir une réelle autonomie à long terme. Mais le danger demeure. Ignorer les leçons du passé, c'est risquer de retomber dans des cycles de dépendance. À l'inverse, en changeant les règles, l'Afrique peut imposer un nouveau paradigme et montrer que la souveraineté n'est pas un mirage, mais le fruit d'un choix audacieux. Mais ce choix d'émancipation n'est pas sans conséquences immédiates. Comment ces pays comptent-ils surmonter les défis concrets posés par ce tournant radical? L'avenir du Sahel ne se joue plus à Bruxelles ni à Paris. Désormais, tout se décide à Ouagadougou, Niamey et Bamako. Ce qui se déroule sous nos yeux va bien au-delà du refus d'une enveloppe d'aide. C'est l'affirmation d'une volonté. Reprendre le contrôle de son histoire, sortir du piège des dépendances anciennes, oser décider par soi-même, même si cela signifie avancer sans filet. Pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, retrouver la souveraineté ne veut pas dire s'isoler. Au contraire, cela ouvre la porte à de nouveaux choix, à des partenariats repensés, à la liberté de défendre leur identité et leurs ressources, sans avoir à rendre des comptes à une puissance extérieure. Ce choix audacieux, qui a pris l'Europe de court, adresse un message au reste du monde. La dignité d'un peuple ne s'évalue pas à la quantité d'aide reçue, mais à sa capacité de fixer sa trajectoire et d'accepter les sacrifices d'aujourd'hui pour préserver l'indépendance de demain. La révolution silencieuse du Sahel bouleverse l'équilibre des forces sur l'échiquier mondial. Si l'on continue de regarder l'Afrique à travers le prisme de la dépendance, on risque de manquer un basculement majeur. Les anciennes règles sont en train de céder la place à un nouvel ordre. La vraie question n'est plus « Comment l'Europe peut-elle aider le Sahel ?» mais « Comment le Sahel va-t-il dessiner sa propre voie et inventer d'autres formes de coopération fondées sur l'égalité et le respect ?» Ce mouvement ne fait que commencer. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la stabilité, la prospérité et la liberté de toute une génération. Ceux qui sauront saisir l'importance de ce tournant auront une longueur d'avance pour comprendre le monde de demain. Pour clore, souvenons-nous que chaque avancée historique a commencé par un acte de rupture. L'Inde, en refusant le coton anglais, a posé les bases de sa révolution industrielle. Les pays d'Amérique latine, en nationalisant leurs mines et leur pétrole, ont affirmé leur quête d'indépendance, non sans douleur, mais avec détermination. Ainsi, le Sahel n'est pas un cas isolé, mais le dernier épisode d'une longue histoire d'émancipation. À chaque peuple de décider s'il veut subir ou écrire sa propre page de l'histoire. La question, aujourd'hui, n'est plus de savoir si l'Afrique peut survivre sans aide. C'est de savoir comment elle va transformer cette rupture en un modèle de développement inédit, où la dignité, la confiance et l'audace prennent enfin le pas sur la dépendance. La réponse n'appartient à personne d'autre qu'aux Africains eux-mêmes.